Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation du quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, comment faire découvrir aux enfants, aux adolescents, le sujet hautement sensible de la guerre d'Algérie. On en parle avec l'invité du Grand Oral, Jean-Michel Biou. L'anti-sèche d'Amal Laoui, spécial congé toute cette semaine. Aujourd'hui, on va vous raconter l'histoire des vacances scolaires. On garde quand même une heure de la récré malgré les vacances et on s'autorise un peu de jeux vidéo. Call of Duty sur la console. Et puis enfin, le dress code avec Anne Tourneux. Elle va bichonner aujourd'hui les jeunes mamans. La quotidienne de School TV, c'est parti, Grand Oral. C'était il y a 60 ans, avril 1962, la France ratifie par voie de référendum les accords d'Évian. L'Algérie en fera autant au mois de juillet. La guerre s'achève, sauf qu'à l'époque, on ne parle pas de guerre. Et pendant des années, cette histoire sera euphémisée quand elle ne sera pas tout bonnement passée sous silence, tout ou partie. Jean-Michel Biou, qui est un prolifique auteur d'ouvrages pour la jeunesse et d'ouvrages documentaires notamment, lui consacre le très réussi La guerre d'Algérie, chronologie et récit. Ça vient de sortir chez Gallimard Jeunesse, illustration en partie en bande dessinée signée Jérôme Meyerbisch. Et vous êtes l'invité, Jean-Michel Biou, de notre Grand Oral. Bonjour. Bonjour. On est très heureux de vous accueillir. Avant de rentrer dans le vif du sujet, mais au fond, peut-être qu'on rentre dans le vif du sujet au sens propre du terme, au sens de ce qui fait réagir. Vous êtes né à Marseille, on ne va pas dire en quelle année, mais aussi on va le dire d'ailleurs parce que c'est 64. C'est 64. Donc vous avez dans vos souvenirs un tas de choses qui doivent être liées au sujet que vous traitez, sujet qui est tout sauf neutre à Marseille, la guerre d'Algérie. Oui, bah justement, c'est un des points majeurs, c'est que je suis né en 1964, donc 2 ans après les accords d'Évian. Marseille était peuplée énormément évidemment d'immigrés algériens, de rapatriés, qui ont été très mal reçus par ailleurs. Et j'ai passé donc toute mon enfance, toute mon adolescence sans jamais entendre parler de la guerre d'Algérie. À l'exception d'un camp de harkis qui était à proximité de la ville. On passait devant, mes parents étaient un petit peu gênés, mais donc qui était pourtant, mon père était historien, aurait pu un peu expliquer des choses. Et en fait, c'est un sujet qui était déjà non dit. Enfin, à mon époque, en tout cas, il était vraiment non dit. Jamais dans un manuel scolaire, j'ai vu la mention de la guerre d'Algérie. Jamais on m'a parlé de la guerre d'Algérie. Et j'ai retrouvé ce sujet finalement bien longtemps après. Même s'il était probablement intégré en moi, quand j'ai travaillé sur la 4e République avec Georgette Elgé, l'historienne Georgette Elgé, où on a longuement travaillé sur cette période qu'elle avait vécue elle-même personnellement, et où j'ai rencontré des différents acteurs des différentes familles de la guerre d'Algérie. On va parler évidemment du bouquin, mais alors est-ce que cette rencontre vous amène, vous, à revisiter votre rapport à Marseille ou aux gens Totalement, totalement. Ça me ramène à cette enfance et surtout ça me ramène à ces amis que j'allais voir par exemple dans un énorme immeuble de Marseille que j'ignorais à l'époque, qui était habité uniquement par des pieds noirs. Mais c'est un immeuble dont évidemment le nom m'échappe, mais qui est... Mais tout ça dans un non-dit absolu. 5000 personnes, ouais. Uniquement qui revenaient d'Algérie. On n'en parlait pas. Il n'y avait même pas cette notion comment dirais-je, de porter une mémoire et de la divulguer aux autres. À l'époque, c'était encore un petit peu tabou. Histoire et mémoire, c'est évidemment au cœur de votre ouvrage. Juste pour se rafraîchir la mémoire, toute cette histoire, et vous la racontez dans le livre, elle commence au 19e siècle, 1830. Exactement, elle commence par la colonisation. Par une gifle, elle commence par soi-disant, c'est débattu. Voilà, donc elle commence par une gifle, elle commence par un roi qui se sent humilié, qui a besoin de reconquérir un petit peu une popularité, et qui lance cette conquête de ce pays de manière assez irréfléchi. Il n'y a pas du tout de notion de je vais conquérir un territoire pour de longues années, pour l'exploiter. Il y a l'Angleterre qui a son empire, ce serait bien d'en avoir un petit... voilà, mais à peine, c'est vraiment une expédition un petit peu pour montrer qu'on a des épaules et on a des bras forts. Et évidemment, le roi doit quitter le pouvoir assez rapidement et on ne sait pas très bien quoi faire de ce pays. 2 points peut-être essentiels pour la suite. Conquête, dites-vous, d'une brutalité inouïe. Totalement, oui. Donc voilà, on ancre dans une mémoire et dans une terre une oppression d'une extraordinaire violence. Et choix d'une colonie de peuplement. Qu'est-ce que ça implique, une colonie de peuplement ? Cela implique que à partir des années, parce que encore une fois, donc le début de la conquête de l'Algérie, enfin de l'exploration de l'Algérie ou de ce petit territoire qu'on veut avoir, c'est 1830, mais pendant de longues années, on ne sait pas du tout ce qu'on va en faire, jusqu'aux années 1848, où là, on envoie
on commence à peupler ce territoire et on a déjà décidé depuis assez longtemps de conquérir, mais on décide de faire de ce territoire la France. Et donc on en voit plein de monde. Il y a un dessin, je signalais que donc c'est une alternance de pages documentaires et de pages dessinées. C'est très important. Un dessin assez cocasse, c'est en page 15, où on voit des Alsaciens qui en 1871 sont chassés par la guerre, la défaite de la France contre la Prusse, perte de l'Alsace et de la Moselle, et donc des colons qui arrivent, je ne sais pas si on arrive à le voir, c'est... Voilà, ici, et donc ils arrivent avec leur coiffe. Exactement. Et la femme commente en disant « Ici, au moins, on est encore en France ». C'est une façon de raconter l'histoire. Et c'est important que vous montriez la bande dessinée, parce que c'est quelque chose qui est très important dans ce livre, qui est structuré avec des chronologies, des dates clés, des outils, et également une bande dessinée qui permet d'incarner un petit peu les souffrances, la réalité de ce qu'ont vécu les différentes personnes qui sont allées en Algérie. On en parlera peut-être plus tard, mais c'est le dessin, la bande dessinée permet d'exprimer quelque chose qui est impossible sensible, dans un manuel. Voilà, c'est un peu la différence entre ce livre-là et un manuel scolaire. Ah oui. Et puis y compris dans les ellipses. Ça se lit avec un grand plaisir et Exactement. C'est pour les jeunes, mais je le recommande tout à fait aux parents, aux grands-parents. Pour l'instant, j'ai vu que des adultes le lire. Donc... Ah bon, bah voilà. J'en fais partie. C'est formidable. On continue à en parler dans quelques minutes. C'est l'heure de l'Anti-Sèche. Et pour l'Anti-Sèche, on retrouve Amal Laoui. Amal, bonjour. Bonjour Emmanuel. C'est les vacances. Pas pour vous. Pas pour nous. On va travailler, pas pour nous non plus. Et on a décidé toute cette semaine de parler des vacances. Et on va commencer, parce qu'on est extrêmement ordonné, par retracer l'histoire des vacances scolaires, des vacances qui pendant longtemps ont été liées au calendrier religieux. D'ailleurs, on continue à dire vacances de Pâques. Enfin, maintenant, on dit vacances de printemps, c'est le titre officiel. Oui, c'est ça. Les vacances ont longtemps coïncidé avec les fêtes religieuses catholiques traditionnelles. Au total, il y avait environ 80 jours fériés dans l'année. C'est pas mal, ça laisse rêveur. Vous dites ça avec un œil gourmand. J'aimerais bien être à 80 jours fériés dans l'année, mais il faut travailler. En tout cas, à partir de 1231, eh bien, le pape Grégoire II accorde les premières vacances estivales aux écoliers, des vacances en fait accordées pour les travaux agricoles. Ces vacances qui duraient un mois étaient appelées les vendanges. Donc on rappelle qu'à cette époque, la France était essentiellement paysanne. Il faut aussi rappeler que le clergé était directement concerné par la quantité et la qualité de la récolte, puisqu'il touchait entre autres la dîme. C'est aussi la raison pour laquelle il avait accordé ces premières vacances estivales pour lesquelles il n'était pas vraiment question de se reposer. Accélération dans le temps, on passe de 1231 à 1881-82, les lois Ferry qui instaurent l'école laïque gratuite et obligatoire. Et là, le système reste au fond à peu près le même, avec des grandes vacances d'été, des congés pendant les fêtes religieuses. On ne change pas finalement. Oui, c'est ça, un système qui reste le même jusqu'à la Première Guerre mondiale. Les élèves, en fait, n'ont qu'un seul mois de vacances, donc toujours l'été. Et on suit le calendrier religieux et agricole. Ensuite, les vacances d'été vont s'allonger et les vacances hors été vont faire leur apparition. Alors, en 1939, un arrêté uniformise ces congés avec des grandes vacances. Ça sera du 15 juillet au 30 septembre. On ajoute à ça 2 semaines à Pâques et quelques jours pour Noël et le Mardi Gras. Juste avant, il y a eu ce tournant du Front populaire de 1936 et des congés payés. Exactement, avec les 2 semaines de congés payés introduites en 1936 par le Front populaire et la période économique faste des 30 Glorieuses, eh bien les vacances vont encore s'allonger un petit peu. On introduit des petites vacances avec 4 jours en février. Et si Pâques arrive tard, eh bien ça sera 4 jours à la Pentecôte, si Pâques arrive tôt. 38, Jean Zay, grand ministre de l'Éducation, qui fait une note au Conseil supérieur de l'Éducation. Oui, il annonce que les vacances des enfants doivent être mises en harmonie avec les congés payés des parents. L'arrêté ministériel du 11 juillet 1938 fixe donc les dates et les durées des congés, avec 2 jours pour la Toussaint, 10 jours pour Noël et le jour de l'an, 1 jour pour le Mardi Gras et 15 jours pour Pâques, le lundi de Pentecôte et des vacances d'été, toujours du 15 juillet au 30 septembre. Encore 2 grands virages. Il y a celui, enfin virage d'ailleurs, pas tant que ça, mais de grandes dates. Il y a les années 80. Ouais, années 80 avec les grandes vacances qui sont devenues les vacances d'été. Donc elles vont être amputées de 2 semaines cette fois-ci au profit des vacances de la Toussaint avec 10 jours accordés à la fin du mois d'octobre jusqu'au début du mois de novembre. Et il y aura aussi 2 semaines réparties donc entre février et mars. Ça sera les vacances d'hiver. Ce sera suivant les académies. Après, il y a les 2 semaines de vacances de septembre qui disparaissent définitivement avec l'extinction de ce qu'on a appelé la petite paysannerie française. Donc on n'a plus besoin des enfants
pour les récoltes. Et puis, dernier gros changement, c'est 2012. Oui, 2012 avec l'allongement des vacances de la Toussaint qui passe de 10 jours à 2 semaines pour se conformer à la règle de l'alternance de 7 semaines travaillées et 2 semaines de vacances. Donc c'est le temps qui est jugé nécessaire par les chronobiologistes et autres spécialistes pour permettre donc aux enfants de récupérer. Les chronobiologistes qu'on n'écoute pas forcément beaucoup sur les rythmes scolaires en général, néanmoins les modes de vie, eux, évoluent. On est rentré dans une société de loisirs et les vacances vont finalement se faire les grandes promotrices de cette société. Oui, c'est ça, on entre définitivement dans l'ère de la société de loisirs. Donc le découpage de la France métropolitaine en différentes zones existe depuis l'année scolaire 64-65. Cette répartition a souvent alterné au cours du temps entre 2 zones et 3 zones. Et la dernière répartition des académies en zones date de 2016 avec la fusion des régions. Et si la France est divisée en 3 zones scolaires, eh bien... C'est pour l'argent. Exactement, c'est avant tout pour des raisons économiques. Avec ce découpage, eh bien, les vacances d'hiver et du printemps sont étalées sur 8 semaines au lieu de 4. Donc ça représente 4 semaines de plus pour l'économie touristique, notamment celle qui est liée au sport d'hiver. Ça permet aussi aux infrastructures d'hébergement et de loisirs de pouvoir accueillir tout le monde, mais aussi de limiter l'engorgement du trafic routier, des trains et des avions. Mais il faut dire aussi que ce découpage n'a pas toujours été au goût de tout le monde, notamment dans les familles recomposées issues de plusieurs zones différentes. Voilà. Un peu compliqué pour s'organiser. Mais oui, ce sont des Marseillais et des Parisiens. Heureusement, ça n'arrive jamais, cette chose-là. Merci beaucoup, Amal. Vous n'avez pas entendu parler de l'intérêt de l'enfant dans toute cette chronique. C'est normal, parce qu'en fait, on s'en fiche un petit peu dans ce cadre. Enfin bon, bref. On retrouve Jean-Michel Biou pour continuer à parler de ce formidable ouvrage documentaire sur la guerre d'Algérie. Événements, opération de police, action de maintien de l'ordre, opération de rétablissement de la paix civile, entreprise de pacification. Ce n'est pas Vladimir Poutine qui parle de l'Ukraine, c'est la France qui, il y a une soixantaine d'années, et bien après, parlait de la guerre d'Algérie. Ce sont des périphrases qui ont prévalu pendant des années jusqu'à ce qu'on arrive à nommer les choses et à dire qu'il y a eu une guerre d'Algérie dont on parle avec Jean-Michel Biou qui publie La guerre d'Algérie, chronologie et récit. Très bel ouvrage documentaire, sensible aussi, vous signaliez, vous insistiez sur l'importance des illustrations de Jérôme Meyerbeer sur la guerre d'Algérie. Histoire de silence, on ne peut pas choisir tous les silences. Il y en a un dont on parle assez peu en règle générale pour raconter 54, le début des affrontements, c'est les massacres de Sétif, c'est 45. En fait, certains historiens font démarrer vraiment la guerre d'Algérie à ce moment-là. Alors, moi je dirais que la guerre d'Algérie commence en 1830. Vous avez bien lu. Et l'opposition et le nationalisme algérien commencent dès cette époque-là. Bon, parce qu'il y a beaucoup d'historiens et beaucoup même de partis politiques qui aimeraient que la guerre d'Algérie ou les événements d'Algérie commencent en 54 par quelques rébellions et oublient 132 ans de colonisation. C'est pour ça qu'on rappelle l'histoire de cette colonisation hyper violente. Totalement. Hyper violente et d'une brutalité. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué, c'est la volonté des Français de changer tous les noms patronymiques des gens, des villages. C'est une violence symbolique qu'on n'imagine pas en fait. Avec des Saint-Leu et des... Enfin, j'ai plus Exactement. les noms en tête. Alors évidemment, on parle des exactions qui sont évidemment monstrueuses, mais il y a aussi une colonisation symbolique qui moi, m'a fait froid dans le dos. Colonisation des esprits. Colonisation des esprits. Mais pour répondre à votre question... 45 Sétif. 45 Sétif, c'est effectivement le moment où le drapeau algérien va apparaître et c'est le moment où effectivement la répression va être telle que derrière, le mouvement ne va pas plus pouvoir s'arrêter. Donc c'est un jour de fête. C'est théoriquement quand même la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc l'Algérie, c'est la France à ce moment-là. Hein. Je paraphrase François Mitterrand avec beaucoup de recul, de précaution. Et cette France-là comprend que... Enfin, ne comprend pas, mais certains comprennent que cette France-là... Enfin, que l'Algérie, c'est fini. Alors, 8 mai 45, l'Algérie, c'est fini. Voilà. Alors, c'est en vrai pas encore tout à fait fini à ce moment-là. 54, début de cette guerre sans nom. Oui, l'Algérie française, c'est fini, en fait. Voilà, c'est ça que vous vouliez exactement. dire. Voilà. Comment on travaille sur la mémoire de cette histoire ? On parlait de Marseille, dont vous êtes originaire. D'abord, il y a énormément de déplacés au sein même de l'Algérie. Je crois qu'il y en a 2 millions, dites-vous, en 1961. Donc, il y a des mouvements de population considérables. Et puis, évidemment, il y a ceux qui rentrent en France et qu'on n'écoute pas tellement.
La mémoire, au début, elle n'est pas... Non, la mémoire, elle est portée un peu par l'extrémisme au tout départ. Donc il y a énormément de témoignages. Il y a beaucoup de livres, mais qui sont des livres qui sont extrêmement Algérie française, ou qui sont extrêmement du côté inverse, pour dénoncer. Donc, mais c'est vrai que cette période-là est plutôt une période d'amnésie, en tout cas au niveau politique et au niveau français. Même ce que je racontais tout à l'heure sur mon enfance à Marseille, on n'en parlait pas. Ou alors c'était des gens, effectivement, qui étaient tellement engagé que c'était un peu inaudible. La dénonciation de la torture, notamment par des militants communistes, exactement. Il y a des livres, les choses sont dites. Quand on regarde, les choses sont dites. Les choses sont dites, mais elles ne sont pas crues. Sur la torture, les choses se sont dites depuis très longtemps, mais enfin, ne serait-ce que pendant la guerre avec le général Paris de la Bollardière. Mais c'est les années 2000, en fait, où la torture commence à entrer dans le débat public et on commence à en parler au niveau des États et au niveau dans les débats public. Silence qui pèse aussi sur les événements qui se déroulent en France. Sharon, 1962, le pouvoir a un peu de mal à le cacher, mais 17 octobre 61, il va réussir à le cacher jusqu'à ce que cet historien, Jean-Luc Einaudi, se batte comme un lion pendant toute sa vie pour documenter ce qui s'est passé. Aujourd'hui encore, on ne sait même pas exactement combien il y a eu de morts. On ne sait pas combien il y a eu de morts et on ne comprend pas comment un événement où on imagine que quand même plus de 100 morts, on parle de 200 ou 300 morts, passe comme ça. Il y a également un autre événement un 14 juillet, alors je ne sais plus dans quelles années, mais dans ces années-là, où les Algériens manifestent de manière totalement pacifique et les forces de l'ordre tirent sans que rien ne se passe. Et il y a à peu près 10 morts, une dizaine de morts, mais on n'en parle jamais, alors qu'il y a des images. Ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et dans les manuels scolaires ou à l'éducation nationale, ça n'apparaît pas, évidemment. Compliqué de faire dialoguer les mémoires, compliqué de construire l'histoire. Alors sur les mémoires, il y a ceux qu'on appelle les pieds noirs, il y a les harkis dont vous parliez tout à l'heure, qui sont les derniers invités finalement au banquet de l'histoire. On les a quand même complètement oubliés pendant des années et des années, on les a parqués. Comment vous avez travaillé? Vous avez rencontré aussi, vous travaillez avec un historien, Abderrahmane Oumen, qui est lui un spécialiste justement. Qui donne un grand entretien en fin d'ouvrage d'ailleurs. Complètement, et qui est un personnage assez extraordinaire, qui est lui-même issu de l'Algérie et qui est un très bon connaisseur des harkis et des rapatriés de manière générale, et qui a fait sa thèse là-dessus. Mais parce qu'il y a ces familles-là qui sont finalement assez connus, les rapatriés, parce qu'ils parlent beaucoup, et à juste raison, parce que tous ces gens-là ont des souffrances. En fait, cette guerre d'Algérie, ce sont des guerres de souffrance dans tous les côtés. Tout le monde a souffert, tout le monde a vécu des injustices, et c'est bien le problème, c'est que toutes ces mémoires sont entremêlées, toutes ces mémoires sont concurrentes. On va parler de la façon dont l'école travaille sur ses mémoires. Peut-être pas si mal que ça, pour une fois. J'ai dit du mal tout à l'heure. Et en tout cas, de mieux en mieux. Ce sera après. On prend des récrés dans la quotidienne. Ça vous va? Allez, c'est la récré, on retrouve mal. Et 1 heure de la récré, on en profite. C'est les vacances, on va jouer aux jeux vidéo. C'est pas bien. Oui, on va jouer aux jeux vidéo avec ce youtubeur. Il s'appelle Skyrose. Et il fait découvrir le célèbre jeu Call of Duty à son fils. Regardez. La relève, elle est là. Et là, tu fais pour tirer. Voilà, pour tirer. Voilà. Et là, tu fais pour recharger. Voilà. Regarde, on va t'aider à faire un kill. C'est plus ou moins illégal, ça, quand même, non? C'est interdit aux moins de 12 ans? C'est interdit aux moins de 12 ans. Et pour ceux qui... On ne recommande pas, en fait. C'est un exemple qu'on vous montre, parce qu'on va vous parler de la violence et des jeux vidéo et de Call of Duty. Call of Duty, d'ailleurs, pour ceux qui ne sont pas spécialistes des jeux vidéo. C'est l'un des jeux vidéo les plus vendus dans le monde. Call of Duty, c'est un jeu de guerre qui est né en 2003, un jeu de tir qui propose de se lancer seul ou en équipe dans des affrontements. Call of Duty, c'est un FPS, First Person Shooter. Donc, le joueur... Je suis à la place comme on a vu. Exactement, on le voit à travers les yeux de son personnage, il est en immersion. Il faut savoir qu'environ 100 millions de personnes y jouent
tous les mois. Jeu souvent pointé du doigt car considéré comme trop violent. Oui, c'est ça, les scènes, vous l'avez vu, sont très réalistes et les armes utilisées sont souvent des déclinaisons d'armes réelles. Selon la classification PEGI, Call of Duty est déconseillé aux joueurs de moins de 12 ans, vous l'avez dit. Depuis 2003, eh bien, la signalétique PEGI, Pan-European Game Information, eh bien, détermine l'âge minimum à partir duquel eh bien, le jeu vidéo peut être conseillé. Selon une étude publiée dans la revue Psychology of Popular Media, eh bien, les personnes qui jouent fréquemment à des jeux vidéo violents comme Call of Duty eh bien, seraient moins sensibles à la douleur. Ces jeux rendent les utilisateurs moins empathiques face à la douleur dès les 40 premières minutes passées devant l'écran. Bon, ce qui n'est pas forcément génial parce que quand on commence à dénier la douleur de l'autre, on est mal parti. Et c'est le début d'un engrenage assez terrible. Est-ce que pour autant les jeux vidéo en général rendent violents ? Eh bien, c'est un débat qui est assez récurrent. En tout cas, selon les spécialistes, eh bien, les jeux vidéo ne rendent pas violents. En tout cas, les études ne montrent pas de lien de causalité entre un jeu violent et un comportement violent. Selon Vanessa Lalo, psychologue, clinicienne et spécialiste des comportements numériques, dans une interview à France Culture, explique que le jeu vidéo avec la compétition, eh bien, ça induit, on a envie de dépasser l'autre et c'est ce qui va créer une agressivité, peu importe le type de jeu, qu'il soit un jeu de guerre ou un jeu vidéo mais qu'il soit de guerre ou un jeu. C'est juste le fait de vouloir gagner. Exactement. Heureusement, ça ne nous guette pas. Nous, on est hyper coopératifs. Exactement. Merci Amal pour cette récré fort éducative comme d'habitude. On retrouve Jean-Michel Biou pour parler de la guerre d'Algérie. Des frises chronologiques, des encadrés sur des personnages clés, de la bande dessinée signée Jérôme Meyerbisch, un grand entretien avec l'historien Abderrahmane Moumen. Ce sont les principaux ingrédients du livre documentaire pour la jeunesse, et on l'a vu pas que pour la jeunesse d'ailleurs, et je puis témoigner de son intérêt, que signe chez Gallimard Jeunesse Jean-Michel Biou, qui est notre invité. On parlait du silence, on parlait du trauma. On disait aussi que finalement l'éducation nationale est un petit peu en avance sur le monde politique. On va parler, alors d'abord parce que parmi les enseignants, il y a d'anciens soldats qui ont fait leur service, d'anciens appelés qui reviennent, qui ont vu et qui ne vont pas forcément se taire. Ils vont écrire des manuels scolaires, il y a une mémoire. Et en fait, même dès 1983, la guerre d'Algérie rentre dans les programmes scolaires. On peut dire 62-83, c'est long, mais la reconnaissance par l'État, c'est 99. Donc finalement, l'école était plutôt en avance. Et je pense que ce sont plutôt les enfants des soldats et les enfants des personnes concernés par la guerre d'Algérie directement qui ont fait ce travail, parce que les premiers, les appelés, il y a des travaux qui sont passionnants de recherche de Raphaël Branche notamment, sur le mutisme et sur le traumatisme qu'ont connu les appelés, qui sont quand même 1,5 million en France. La guerre d'Algérie, c'est quand même 7 millions de Français qui sont concernés de proximité immédiate avec la guerre d'Algérie. Donc ce n'est pas rien. Et pourtant, cette guerre d'Algérie, donc, comme vous le disiez, n'est apparue dans les manuels scolaires qu'en 1983, ce qui est énorme, puisque la guerre d'Algérie, le terme même de guerre d'Algérie, n'est rentré dans l'histoire de France, puisque la loi date de 1999. Donc on est quand même bien loin pour reconnaître que ces événements, comme on les appelait, étaient une guerre. Donc alors, après, on aurait pu aussi dire que c'est de la guerre d'Algérie. On aurait pu l'appeler guerre coloniale, on aurait pu l'appeler guerre de libération. C'est une guerre qui porte en elle-même tellement de guerres, tellement de destins, que c'est ça qui a rendu les choses très compliquées. Mais l'éducation nationale, Allez-y, pardon. Mais l'éducation nationale est de plus en plus engagée dans l'exhumation de ces mémoires. Voilà, vous disiez, elle travaille de mieux en mieux. Qu'est-ce qui vous permet de dire ça ? Ce qui me permet de dire ça, c'est qu'il y a plusieurs d'abord que le sujet rentre dans les manuels, rentre dans les programmes. Alors ils ont été au départ facultatif. Aujourd'hui, c'est toujours un petit peu, on l'aborde sous un angle de la décolonisation. C'est pas un gros bloc, la guerre d'Algérie. C'est ce qui fait un peu la spécificité de cet ouvrage aussi, c'est que c'est la guerre d'Algérie sur 100 et quelques pages. Ce qu'on ne pourrait pas, oui, et surtout sur 150 ans finalement, puisque vous travaillez aussi sur la mémoire, ce qu'on ne peut jamais faire à l'école, parce que 19e et 20e siècle, c'est séparé. Voilà, donc on ne peut pas le faire. On peut pas le faire dans le même cours. Exactement. Et donc cette guerre d'Algérie, donc qui me trottait dans la tête, je l'ai vue quand mes enfants étaient scolarisés dans le secondaire. Ils n'en ont jamais parlé. Ils disaient la guerre d'Algérie, c'est papa qui nous parle de la guerre d'Algérie. On n'en peut plus d'ailleurs. Mais à l'école, ils l'ont jamais appris. Il y a une enquête qui a été faite récemment, il me semble en 2020, qui dit que 77% des jeunes adultes de 18 à 25 ans ne connaissent pas la guerre d'Algérie.
Donc c'est pour ça que ce livre est Alors ils important. lisent ce livre et ils vont connaître un petit peu mieux. On peut regarder des films aussi. Il y a eu quand même des choses. Qu'est-ce que vous conseillez, vous? De quoi vous êtes-vous nourri? Alors Indigène, évidemment. Ouais. C'est- De Rachid Bouchareb, 2006. Oui, moi je me suis beaucoup nourri, plutôt que de fiction, je me suis beaucoup nourri. Alors des fictions, il y en a énormément, hein, Ouais. mais je me suis beaucoup nourri des témoignages que sur Internet on trouve. C'est Lumni, je crois, qui a Oui. une série de 50 à 60 personnes qui témoignent chacun de leur propre histoire. Chacun étant porteur d'une mémoire. Pas une mémoire virulente, hein, une mémoire, je suis un harki, voilà ce que j'ai vécu, voilà quelles sont mes souffrances. Et ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Un soldat français, un appelé français, qui raconte son job à la fois de juge de paix dans un village, alors que le gars, il a 20 ans, il arrive dans un village en Algérie, il n'a jamais quitté son village de Normandie. On comprend quand on entend des gens comme ça qui racontent les difficultés qu'ils ont eues, qui racontent quand ils ont eu des classes de 50 enfants qui pleuraient quand ils partaient. Parce que les gars d'Algérie, c'est pas que la torture, parce que on dit guerre d'Algérie, torture. Et puis on dit guerre d'Algérie, comment dirais-je, problème tout de suite de d'où tu parles, qui tu es. Oui, c'est ça. Quand, je peux juste rajouter Oui. quelque chose. Quand ce livre a été montré sur les réseaux sociaux, il y avait juste le livre, la couverture, Ouais. rien n'était écrit dessus. Il y a eu un nombre de vues considérable et des gens ont commencé à se battre Tout de suite. tout de suite, Chacun de son point de mais vue, alors sans même savoir ce qu'il y avait dedans. sans ouais. avoir lu le livre, Il y sans a ceux savoir qui ce qu'il y l'ont avait dedans. critiqué, il y a ceux qui l'ont lu. Et il parlait même pas du livre, hein, c'était Mémoire encore incandescente. Exactement. Sujet encore incandescent. totalement. Très bien traité en tout cas dans cet ouvrage. Merci. Jean-Michel Billou, c'est lundi et le lundi c'est le dress code. Vous restez avec nous? Bien sûr. Anne Tourneux va succéder à Amal. Merci Amal. J'ai des cours à prendre. Et comme tous les lundis, on retrouve Anne Tourneux pour le dress code. Anne, bonjour. Bonjour Emmanuel. Jean-Michel Billou, Anne Tourneux, Jean-Michel Bonjour, Billou. Michel. Dress code spécial jeune maman, ça nous a concerné un moment dans la vie. nous a concerné. Indirectement, mais quand même Indirectement. assez directement. Voilà. L'idée, c'est de comment essayer de concilier le fait d'avoir des enfants en bas âge à la maison et une bonne estime de soi. C'est ça la mission aujourd'hui. Voilà, parce que c'est un thème qui revient beaucoup chez les jeunes mères. L'arrivée des enfants chamboule les habitudes, le corps, la self-esteem. On manque de temps, on court, on porte, on soigne, on a du mal à retrouver une bonne image dans tous ces chamboulements. Donc j'ai eu envie de vous faire une sélection de pièces faciles et de petits looks un peu Pepsi pour justement accompagner ce postpartum. Alors on attaque. On attaque. Déjà, on abandonne l'idée de... En 2 mots, simplicité, efficacité. D'accord? Donc d'abord, il faut lâcher l'idée de revenir immédiatement dans ses vêtements, s'il vous plaît, sous la paix, et opter pour des choses simples et confortables qu'on va aller sublimer. Donc je vous montre ça en images. Donc bien sûr, il va falloir sélectionner des vêtements dont les matières sont faciles à vivre et à l'épreuve de tout. C'est quand même plus simple pour le petit vomi. Donc il y a quoi? Le coton? Le coton, le lin, le jean, donc les t-shirts, les sweats, les Truc que chemises. je mets Mais tout facile ça, à la ça peut machine, être très quoi. joli. Voilà, ça va à la machine et c'est simple à gérer. Voilà, ça ne demande pas beaucoup d'attention. Donc je vous propose par exemple d'aborder les très grandes chemises, celles du papa, pourquoi pas. On switch, on prend celle du papa en attendant. C'est la grande tendance du moment. Donc elle s'enfile en 2 C'était ça, secondes. nos chemises qui disparaissaient, Jean-Michel. Voilà, c'est En ça. fait, Moi, je fais faire ça à c'est toutes une mes mode. clientes. Voilà. Elle s'enfile en 2 secondes, camoufle les rondeurs du postpartum avec beaucoup de confort et de style. Donc l'idée, ça C'est va un peu être... masculin, non? Qu'est-ce que je Mais fais? on va aller les féminiser, Ah, Emmanuel, évidemment, bien sûr, Suzette. avec des bijoux, et on va la réutiliser partout, même cet été, simplement ouverte sur un top. C'est pas les tendances qui me diront le contraire. Des jeans confortables. Je sens qu'on va se faire piquer le jean aussi. On Vous allez voir, on met termine. de côté le skinny dans lequel on Ouais. rentrait juste avant. Voilà, on se fout la paix. On porte le jean bien ample. Ce sont les dad jeans, donc c'est Je le pareil. savais. On les emprunte à monsieur. Voilà. Et pour équilibrer la silhouette, puisqu'on a quelque chose d'assez large en bas, on va aller gérer avec quelque chose d'un peu plus ajusté en haut. Donc, parce qu'il faut savoir que le style, c'est aussi l'équilibre des volumes. En plan haut, plus ajusté en bas et vice-versa.
Voilà, pour Donc c'est équilibrer la pratique. silhouette. Voilà, donc je vous ai montré Et des comment on looks, il y a stylise, des alors looks qui passent, voilà, une chemise fluide en half tuck, dans un jean un peu ample avec des mules, c'est féminin comme tout, on arrive à marcher, c'est branché, c'est cool, des vêtements pratiques, faciles à styliser, donc je parle des cardigans aussi féminins parce qu'il fait encore frais, à porter à même la peau ou comme un pull ou par-dessus une chemise pour créer un joli layering confortable. Je vous ai mis plein d'images. Sur une robe, on peut mettre ce cardigan sur une robe avec les cheveux tirés vite fait, des jolies boucles d'oreilles pour aller donner de la lumière et du style au look. Sur un pantalon chic et simple qu'on enfile en 2 secondes avec le joli cardigan, ça fait un effet waouh. Waouh. Bah oui, un effet waouh, parce que tout de suite, on est bien habillé avec de la simplicité. Avec un t-shirt imprimé, la maman branchée, un cardigan par-dessus, légèrement rentré pour équilibrer la silhouette, de la couleur cosmétique, on n'en parlera jamais assez. Voilà, choisir des vêtements lumineux pour son teint. Vous allez voir, ça balaye la fatigue. Rapidement, avec les accessoires. Les accessoires, on déroule. ça comprend, voilà, les ceintures, les bijoux, les lunettes, c'est tout sauf accessoires. Ça change souvent tout et ça upgrade c'est essentiel, n'est-ce pas? Voilà, les belles ceintures, les bijoux faciles, le cabas parfait pour tout transporter, le foulard sur un t-shirt, la 3e pièce qu'on rajoute, c'est-à-dire cette petite veste toute simple mais qui va faire que vous êtes habillé. Des chaussures confortables surtout pour trotter et emmener le bébé partout. Donc des boots à talons larges, des sneakers branchés, des mules, des sabots, des mocassins, des babies. Voilà, on a tout pour enchaîner la maison, le travail et les sorties d'école. Et on fait comme ça une transition absolument parfaite. Voilà, faut un peu rééquilibrer. Voilà, rééquilibrer parfois le tir du dressing, mais ça rend la vie facile, sans perdre de style et ça fait du bien à l'estime. Formidable, hein. Si on avait su tout ça, mais elle le savait quand même, hein, Jean-Michel. Merci. Je vais en parler de ce pas à ma fille qui m'attend en bas et qui attend un heureux événement. Génial. Ah ben voilà, elle a le mode d'emploi. Elle prendra les chemises de son papa. Exactement. Voilà, ça sera encore plus affectif avec des jolis bijoux, vous allez voir, elle va être sublime. Anne, merci beaucoup pour ce dress code. Jean-Michel, merci beaucoup. Je rappelle le titre, La guerre d'Algérie, chronologie et récit, avec un entretien avec Abderrahmane Moumen, l'historien, et les illustrations en bande dessinée à la ligne claire de Jérôme Meyerbiche. La quotidienne de School TV, c'est fini pour aujourd'hui. Merci aussi évidemment à toute l'équipe, à Marine Plantec, assistée par Charles Fontaine, au maquillage Colline Hamel, au son Amanda Montero, à la réalisation Benoît Party. Vous restez évidemment sur School TV et vous nous retrouvez en permanence sur les réseaux sociaux et sur Internet.